Alors on passe la parole à Patrick Feugier. Alors bon, on est en train de décaler un peu, donc tenez bien le temps de parole en pensant à ceux qui reprennent le train. Sur donc défaillance de la communication et ou de la coopération entre les professionnels de santé à partir des 602 déclarations d'adhérents à Vascurisque. Merci. Monsieur le secrétaire, chers collègues, chers maîtres, je dis chers maîtres parce que j'ai eu le plaisir de rencontrer docteur professeur Benamou et professeur Andréassian dans notre discipline vasculaire. Donc j'ai le grand honneur de vous présenter un travail de notre équipe. Je suis le président de Vascurisque et c'est un travail qui a été réalisé par Patrick Moreau sur un programme qui a été mené par Vascurisque, Vascurisque étant l'OA, c'est-à-dire l'organisme d'accréditation qui est piloté par l'HAS en chirurgie vasculaire. Alors, c'est un thème un peu particulier dont je vais vous parler aujourd'hui. On sort un peu des sentiers battus de la chirurgie et c'est un thème qui est très actuel puisque c'est le thème de la communication entre, on va dire, professionnels de santé. Et tous les jours, on est quelque part victime de ce problème de communication. Je vais vous dire des choses un peu peut-être bateau, mais le patient est au milieu, en fin de compte, d'un couple que vous connaissez bien au bloc opératoire. Ce couple, c'est bien sûr le chirurgien que nous sommes, mais également c'est le médecin anesthésiste pour parler des médecins. Autour de ce couple, eh bien, vous avez également beaucoup de professionnels de santé, infirmières, IBOD, IAD, pour pas dire apprenants, c'est-à-dire les internes ou les externes. Alors quand ce couple médecin, chirurgien, anesthésiste fonctionne bien, eh bien on a a priori un résultat qui est satisfaisant pour le patient, puisque le patient est au centre de nos préoccupations, comme l'on dit. Et puis quand il y a une discorde dans ce couple, eh bien on s'aperçoit que ça peut très rapidement dévier et dévier vers quelque chose de parfois grave, comme vous le savez. C'est vrai au bloc opératoire, c'est vrai également dans les services, c'est vrai en consultation, etc. Et il y a d'autres personnes que les professionnels de santé qui sont autour de nous. Je veux parler par exemple des secrétaires qui nous entourent et qui sont véritables on va dire, centres de pilotage de l'organisation du service. Donc nous avons eu, à partir d'un programme, l'idée d'évaluer ces problèmes de communication au sein de notre discipline. Vascurisque, donc c'est notre organisme d'accréditation qui est piloté par l'HAS. Tous les chirurgiens vasculaires, c'est une démarche volontaire qu'ils ont à faire, ils adhèrent et ils ont un programme à réaliser. Il y a d'autres OA que vous connaissez, Orthorisque, la chirurgie urologique, c'est Urorisque, etc. etc. D'accord ? Et donc Vascurisque a un programme et ce programme a été mis en place à partir de 2016. Donc les chirurgiens vasculaires qui adhéraient à Vascurisque ont eu la possibilité de déclarer un événement qui leur est arrivé. Cet événement était ensuite analysé par un expert faisant partie de la discipline qui permettait d'interroger le déclarant sur cet événement, de corriger cet événement s'il y avait quelques problèmes, voire même de le questionner. Et on a ensuite étudié l'ensemble de ces événements. Alors, sur ce programme, il y avait 11 items. Ça allait de l'analyse, comme vous voyez, la situation, en parler, l'information, voilà, la procédure de soins, et puis les circonstances de l'événement, les causes également, les barrières, on va en parler. La barrière, c'est qu'est-ce qui a pu arrêter que l'événement dévie vers une catastrophe. On connaît très bien ça en situation aéronautique. Il y avait également l'absence de barrières qui avait été mis en place. Des analyses un peu plus approfondies, etc., etc. Alors la population, chirurgie vasculaire, majoritairement des hommes,
avec un âge moyen de 70 ans. Il y avait quelques extrêmes qui étaient en fin de compte des patients qui étaient suivis par nos confrères néphrologues pour des problématiques en fin de compte d'insuffisance rénale et bien entendu de fistule. Alors ce qui est très intéressant, c'est ce que je vais vous montrer en termes de graphique. Tout d'abord les causes. Les causes de je crois que j'ai une flèche. Voilà. Les causes. Alors vous voyez qu'on avait sur chaque item posé des petites cases avec négligence, pas de communication, etc. Vous voyez que la négligence en termes de défaut de communication apparaissait majoritairement, mais vous aviez par exemple dans 4% des cas, un véritable défaut et refus de coopération, c'est-à-dire qu'il y avait véritablement un conflit qui apparaissait entre les personnes. Vous avez également des désaccords, des oublis, et puis vous avez également de l'incompétence qui était clairement mis en évidence. Une des personnes dans pas forcément le couple médecin-anesthésiste, mais également entre professionnels de santé, eh bien, vous aviez une personne qui était considérée comme incompétente. Les médecins qui étaient mis en cause, très gros biais. Le biais, c'était déclaratif. Un chirurgien déclarait un événement, bien entendu, il allait mettre quelque part en cause la personne qu'il avait en face et jamais lui. Donc vous voyez que dans la grande majorité des cas, c'était nos confrères médecins anesthésistes réanimateurs qui étaient mis en cause et absolument pas le chirurgien, avec soit le médecin titulaire, soit le médecin remplaçant. Mais vous avez également d'autres événements qui étaient déclarés, notamment avec des confrères cardiologues, des confrères radiologues, des confrères néphrologues, etc., etc. Donc, en fin de compte, vous aviez tout le panel. Je retiens également 18 cas, c'est-à-dire une infime partie, et bien un véritable manque de communication dans la même discipline. Avec d'autres professionnels de santé qui nous côtoient quotidiennement, eh bien, au bloc opératoire, a priori, on avait peu d'événements en termes de défaut de communication, mais vous voyez que dans le service, et notamment avec l'encadrement, eh bien c'était assez fréquent. Et puis également, avec une personne que l'on côtoie régulièrement, notre véritable tour de contrôle, eh bien le secrétariat, il y avait également des problèmes qui étaient, ou en tout cas des imperfections. Alors, quand un événement, c'est-à-dire un problème de communication apparaissait, est-ce qu'il y avait des barrières? Barrières voulant dire que cet événement n'allait pas continuer et n'allait pas dévier vers une catastrophe. Oui, il y en avait. Au bloc opératoire, c'était la checklist en particulier. On avait également la prise en charge par une discussion entre collègues ou une discussion avec un autre membre de l'équipe qui allait récupérer, rattraper le défaut de communication au sein des personnels de santé. Ça pouvait être avec un autre médecin anesthésiste réanimateur de l'équipe, avec le chirurgien lui-même ou avec également d'autres personnes. Donc c'est vraiment une photographie de l'état actuel. Et puis, il y avait une autre case qui était déclarative, c'était les barrières qui n'ont pas fonctionné, parce que vous allez voir qu'il y a des conséquences également pour le patient de ce défaut de communication. Alors là, on a été assez déçus de la réponse de nos confrères, malgré l'insistance des experts. C'est-à-dire qu'on avait un peu tout et n'importe quoi dans un premier temps. Il a fallu bien sûr traiter tout ça, mais on retrouve pas grand-chose à mettre dans ce champ de... ce que l'on retrouve également, c'est que parfois la checklist était mise à mal, ce qui est relativement décevant. Ce qui est surtout intéressant, c'est que quand vous analysez ces 600 cas à peu près d'événements sur des troubles de la communication, eh bien vous avez un taux non négligeable, 8%, où vous avez des conséquences majeures directement liées à ce problème de communication, conséquences majeures pour le patient. Conséquences majeures qui vont, on va dire, sur une complication opératoire ou dans la survenue post-opératoire par exemple, mais ça va jusqu'à l'amputation et jusqu'au décès du patient. On a eu 8 décès sur les 600 cas, 8 décès qui sont liés
primum par un défaut de communication dans la gestion du dossier patient. Alors, certaines circonstances, on va les décrire, c'est très spécifique à notre spécialité. On pourrait faire exactement, et je crois que ça a été fait dans d'autres spécialités, mais on pourrait faire exactement cette même évaluation dans d'autres spécialités avec, bien entendu, d'autres spécificités. Vous avez, bien sûr, la gestion des antiagrégants ou des anticoagulants. Vous voyez des circonstances qui ont permis ou non à l'anesthésie d'être modifiée. Des allergies, des problèmes matériaux spécifiques qui n'étaient pas disponibles, etc., etc. Quels sont les facteurs favorisants de ces troubles, ou en tout cas de ces problèmes de communication entre professionnels de santé? Alors, ce qu'on a relevé par rapport aux 600 événements. Tout d'abord, il y avait le problème de remplaçants. Remplaçant, c'est pas simplement le médecin anesthésiste réanimateur qui remplace, mais ça peut être également l'IBOD qui remplace, qui n'est pas titulaire et qui ne prend pas en compte, bien entendu, la gestion classique. Vous aviez également ce défaut de communication orale et surtout écrite entre chirurgiens et médecins anesthésistes réanimateurs. Également, la problématique avec nos confrères cardiologues. Alors, certains se sont lâchés, ça c'est clair, puisque c'est du rétrospectif, donc on ne peut pas faire, on va dire, une généralité de tout ça, mais avec également des facteurs favorisants lorsque le patient était géré par différents services à la fois. Et dans notre spécialité, c'était la néphrologie sur les effets déclaratifs. Vous aviez également le problème de l'outil informatique qui apparaissait. L'outil informatique avec notamment des incompatibilités de système entre un service et un autre. Et donc, la communication ne passait pas, alors que, bien sûr, l'information était mise sur un outil et pas sur l'autre. Chose qui apparaissait également, eh bien, c'est le surmenage. Surmenage avec, bien entendu, des réels conflits qui pouvaient apparaître lors de ces périodes un peu difficiles. Au bloc opératoire, lorsqu'il y a eu ce défaut de communication initiale qui a engendré cette déviation, eh bien, s'est posé la question, le patient étant sur la table, de comment on évoluait. Est-ce qu'il fallait arrêter ou non? Et on a eu la surprise, alors peut-être c'est biaisé bien sûr par le rétrospectif, mais de voir que dans 42% des cas, eh bien, il y a eu un no-go, c'est-à-dire un arrêt de la procédure, et la procédure chirurgicale a été arrêtée pour être soit annulée, soit reportée. Dans 25% des cas, la procédure a été dégradée, avec parfois mise en sécurité du patient, du fait d'un problème de communication, je vous le dis. Alors la discussion là-dessus. La discussion, c'est que bien entendu, en tant que professionnel de santé, on est tenu à communiquer et on voit que les défauts de communication et de coopération entre les professionnels de santé sont flagrants et existent dans la vie quotidienne. La communication entre professionnels de santé est, comme vous le savez, un élément essentiel et on n'appuie pas assez dessus, notamment dans la formation des jeunes. C'est un élément essentiel de la sécurité des patients, on le sait tous, avec ce couple au bloc opératoire de médecins anesthésistes réanimateurs et chirurgiens, qui normalement doit être là pour le bien du patient. On a également, pour résumer, également des problèmes de communication avec d'autres personnels, on le sait. Dans notre spécialité, ce qui en ressort, c'est qu'on a ce problème de communication, en tout cas d'information, avec deux grandes autres spécialités, à savoir la cardiologie et la néphrologie. C'est assez spécifique, comme je vous l'ai dit, sur des patients, notamment en néphrologie, qui sont très complexes, et on voit que la communication est d'autant plus importante que le dossier patient est complexe. Enfin, toujours dans notre spécialité, des problèmes de maniement, eh bien, des anticoagulants et notamment des nouveaux anticoagulants, des problèmes de traçabilité écrite avec des absences de prescription, etc., qui font que, à un moment donné, la déviation se fait trop importante.
Et on a le paradoxe de la checklist qui est normalement faite pour justement vérifier en dernier recours l'absence d'anomalie. Et on s'est aperçu qu'en fin de compte, elle était faite ou non faite dans la grande majorité des cas, des événements qui ont été déclarés. Donc en conclusion, je dirais que se parler et surtout s'écrire, parce que ce qui est gravé dans le marbre est bien entendu fondamental, fait partie de la pratique quotidienne, et que la communication fait partie également de la gestion des risques dans notre vie quotidienne de professionnels de santé, que cette communication est également a un rôle également essentiel dans le travail d'équipe, et que ce travail d'équipe est essentiel dans la prise en charge de dossiers d'autant plus complexes, et actuellement les patients sont d'autant plus complexes. On doit mettre en place des conférences de consensus et des protocoles renforcés à la fois dans les établissements, mais également au niveau des collèges, pour que justement ces situations les plus complexes puissent être traitées pour le bien du patient. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Y a-t-il une question? Oui. Merci. J'adhère tout à fait à ce qu'a dit Patrick Faugier, et je voudrais rajouter un mot. J'ai eu la chance de me voir confier par ma société mère, la Société française de chirurgie plastique, un travail concernant les défis juridiques auxquels peut être confronté le chirurgien. L'ouvrage va être publié, en voie d'impression, et publié tout prochainement. Et parmi les chapitres qui ont été étudiés, il y a ce problème de communication qui est apparu comme essentiel. Il y a près de 40% des procédures qui sont liées à des problèmes qui ne concernent pas une complication chirurgicale. Et parmi ces procédures, une grande partie sont liées à des défauts de communication. Donc vous avez parlé à juste titre, et c'était très intéressant, de la relation entre les professionnels de santé, mais l'importance de cette communication vis-à-vis des patients est aussi importante. Et il est apparu que souvent les choses se jouaient très très vite, c'est-à-dire dès la prise de rendez-vous au téléphone, où la relation peut être viciée. Elle se joue dans les premières secondes, les premières minutes qui suivent le premier contact entre le chirurgien et son patient. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de dire que l'essentiel de la communication n'est pas forcément dans ce qu'on dit, mais dans la manière dont on le dit, et donc de l'attitude, la posture que peut avoir le chirurgien à tout moment d'ailleurs dans sa relation, même quand elle devient plus compliquée et déterminante pour l'évolution ensuite des suites, éventuellement vers une procédure. Oui, tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a plutôt tendance actuellement, notamment à enseigner dès le deuxième cycle cette verbalisation, cette communication, cette empathie par des simulations, etc. Ça fait partie maintenant, et je pense que ça a du bon, ça fait partie maintenant de l'enseignement. Oui. Dernière question, Henri Coudane. Oui, non, je voulais vous remercier de cette excellente présentation sur les événements indésirables présentés pendant un an par l'intermédiaire de votre organisme d'accréditation, donc Vascurisc. Alors j'aurais une réflexion à faire, une question, mais très très courte à poser. La réflexion, moi je suis l'ancien président de l'OA Orthorisc. Donc effectivement, nous on est un peu plus nombreux, donc on a. Mais tout ce que vous avez dit sur les problèmes de communication, rassurez-vous, si vous avez besoin d'être rassuré, on les retrouve exactement les mêmes dans notre spécialité. C'est exactement la même chose. Nous, on avait présenté ici à l'Académie nationale de chirurgie le no-go. Là, on est en train de préparer l'arrêt de procédure, ce qui est encore plus grave. Mais le fait d'engager un no-go, c'est déjà un succès vis-à-vis du patient. Donc ça, c'est. Et dans les causes du no-go, bon, on trouve effectivement tout un tas de... Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails. La question que j'allais vous poser, que je voulais vous poser, c'est la suivante. Nous, dans la gestion du matériel, des dispositifs médicaux, de temps en temps, dans l'absence de communication, il y a aussi le pharmacien ou la pharmacienne. Et ça, chez nous, c'est une véritable catastrophe, parce que ça peut entraîner, cette fois-ci, non pas un no-go, mais un arrêt de procédure. C'est-à-dire qu'on a la hanche qui est ouverte et puis on n'a pas le bon code morse. Enfin, je vous passe les détails. Tout à fait. Et ça, c'est quand même ça peut être une catastrophe pour le patient. Je pense que vous trouvez la même chose chez vous. Alors, on n'a pas trouvé
vis-à-vis de nos collègues pharmaciens, on n'a pas trouvé d'événement. Mais en effet, le pharmacien fait partie de la chaîne. Absolument. Ouais. Et on peut avoir un blocage à ce niveau-là. Ouais. Un blocage, on ne va pas dire volontaire, mais un blocage, on va dire institutionnel. Absolument. Quoi. Ça aussi, c'est important. Et enfin, je voudrais partager l'analyse qui a été faite par le précédent intervenant là, sur votre communication. C'est vrai que c'est un problème d'empathie vis-à-vis, comme vous le disiez, monsieur, de la première communication. Et ayant été enseignant et doyen, je peux vous dire que maintenant, les internes, les jeunes, on leur apprend. Alors, je vais dire quelque chose qui va vous paraître idiot, mais quand on se rencontre ici à l'Académie nationale de chirurgie, la première chose qu'on fait, c'est on se dit bonjour. On se serre la main. Voilà. Eh bien, on apprend maintenant aux internes à dire bonjour à l'anesthésiste en entrant, enfin au chef de clinique. Je veux dire, ça va vous paraître ridicule, mais bien des no-go ou des effets indésirables pourraient être évités à partir du moment où, en dehors de l'empathie, il y a la politesse élémentaire qui reste dans notre tradition, on va dire, ici en France. Voilà. Merci Henri. En tout cas. Merci en tout cas pour cette communication.